Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons parler maintenant de l'invariance isotopique. Alors, jusque-là, nous avons examiné les propriétés des systèmes physiques, qui sont invariantes dans la transformation de l'espace-temps quadridimensionnel. Mais il existe également des transformations dans lesquelles les coordonnées spatio-temporelles restent inchangées. Dans la transformation, x devient x' égale à x. Alors que les fonctions d'onde, elles, phi alpha de x devient phi prime alpha de x, ces fonctions d'onde, elles, changent. Les transformations sont liées aux propriétés internes des champs et des particules élémentaires qui leur correspondent. Et de ce fait, elles peuvent se nommer transformations internes. Les propriétés des systèmes physiques qui sont invariantes par des transformations internes s'appellent habituellement propriétés de symétrie interne. Pour insister sur le fait que les transformations internes ne se produisent pas dans un espace quadridimensionnel ordinaire, on introduit encore un autre espace, celui du spin isotopique ou spin isobarique ou encore isoespace. Nous allons examiner le cas de l'isoespace tridimensionnel. Dans un tel isoespace, on introduit trois axes, 1, 2 et 3, tout simplement, et on examine les transformations suivantes. Rotation autour d'un axe, 3 par exemple, comme dans l'espace tridimensionnel, on prend souvent l'axe Z, ici on prend souvent l'axe 3. Rotation autour de deux axes, par exemple 1, 3 ou 2, 3, ou rotation autour des trois axes. Pour construire les propriétés isotopiques des particules, on a introduit les mêmes notions que celles appliquées pour l'exploration des propriétés spatio-temporelles des particules. Opérateur isotopique, fonction d'onde, transformation invariante, etc. Cependant, ce qui vient d'être dit montre clairement que l'analogie est strictement formelle. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Considérons d'abord les questions relatives aux fonctions d'onde et opérateurs isotopiques, pour passer ensuite aux transformations dans l'isoespace et à l'invariance par rapport à ces transformations. L'expérience montre que si on ignore volontairement les interactions électromagnétiques, les hadrons peuvent être rangés dans des groupes bien définis, appelés multiplets, des groupes des multiplets de particules identiques quant à leurs propriétés, autres que électromagnétiques. Les multiplets de cette sorte peuvent se composer d'une seule particule, par exemple le lambda, le grand lambda, le eta, l'oméga, ou encore le grand oméga moins. Grand oméga moins. Ils peuvent être composés de deux particules, NP, neutron-proton, le K+, et le K0, le K- et le K0 bar, le sigma moins, le xi moins et le xi 0, xi majuscule. Ils peuvent être aussi composés de trois particules, pi plus, pi moins, pi 0,
ρ plus, ρ moins, ρ 0, sigma plus, sigma moins, sigma 0, sigma star plus, sigma star moins, sigma star 0. Et on peut aussi avoir des multiplets de 4 particules. Par exemple, delta moins, delta 0, delta plus, delta plus plus, qui portent 2 charges positives. La faible différence de masse entre les particules d'un même multiplet donné est conditionnée par les interactions électromagnétiques. Il s'ensuit que dans le cadre des seules interactions fortes, les particules du multiplet peuvent être considérées comme des états de la même particule. C'est-à-dire que à chaque état étant caractérisé par une valeur définie de la charge. Pour donner une description mathématique de cette situation, associons à chaque multiplet un vecteur qui possède autant de projections que le multiplet compte de particules. Et à chaque projection, on fait correspondre une particule de charge définie. Ce vecteur a reçu le nom de spin isotopique, ou spin isobarique, ou encore d'isospin. L'isospin d'un multiplet à une particule est nul. L'isospin d'une particule à 2 particules vaut 1,5. Avec 3 particules, l'isospin vaut 1. Avec 4 particules, l'isospin vaut 3,5, etc., etc. Pour fixer une particule de charge déterminée, donnons son isospin, que l'on note grand I, et la projection définie de ce dernier. On prend toujours l'axe 3, I3. L'identification du signe de la projection au signe de la charge est arbitraire. Donc il y a des conventions. Dans les cas courants, on choisit pour un proton I3 égale à 1,5. Et pour un neutron, I3 égale moins 1,5. Pour les mésons, pi plus, pi moins, pi 0, on prend I3 égale 1, moins 1 et 0. Respectivement, et donc, etc. Dans ce cas, par facilité, le signe de projection de l'isospin coïncide avec celui de sa charge. Mais comme pour le neutron-proton, c'est pas toujours possible. Voilà, et on verra la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.